Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le Conseil supérieur islamique Charia appelle à une formation rapide du nouveau gouvernement, saluant les efforts déployés par le Premier ministre désigné Saad Hariri. Au moins 27 civils ont péri ce samedi dans des bombardements d'une violence inouïe menée par le régime syrien pour le 5e jour consécutif sur les quartiers rebelles d'Alep. Et en France, il reste moins de 48 heures avant la primaire de la droite et du centre. Dernier meeting pour les candidats afin de convaincre une dernière fois, mais surtout de mobiliser leurs partisans. Le Conseil supérieur islamique Charia s'est réuni ce samedi sous la présidence du mufti de la République, Cheikh Abdellatif Deryan. Les participants ont appelé à la formation du nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, saluant les efforts déployés par le Premier ministre désigné Saad Hariri. Le CSI a en outre salué l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République, résultat d'un consensus national, ainsi que le discours d'investiture du chef de l'État qui, selon le Conseil, respecte le pacte national. Je vous disais en titre des bombardements d'une violence inouïe menée par le régime syrien pour le 5e jour consécutif sur les quartiers rebelles de la ville d'Alep ont détruit l'un des derniers hôpitaux du secteur et forcé les écoles à fermer leurs portes. Au moins 27 civils ont péri ce samedi. Les troupes du président syrien Bachar el-Assad sont déterminées à reprendre coûte que coûte la partie est d'Alep qui leur échappe depuis 2012. Les explications de Raphaël Vivant. C'était l'un des derniers hôpitaux encore en service dans la partie orientale d'Alep. Visé par des bombardements, l'hôpital d'Al-Bayan a été évacué et mis hors service. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 4 établissements médicaux ont été bombardés en seulement 2 jours. Ce centre des casques blancs, les secouristes volontaires en zone rebelle, a également été dévasté. Ses véhicules complètement détruits. Les quartiers est de la ville se retrouvent donc sans structure pour accueillir les nombreux blessés. Depuis mardi, les forces pro-gouvernementales pillonnent la zone avec une intensité jamais égalée depuis 2 ans. Près de 250 000 civils sont toujours bloqués dans ces quartiers tenus par les rebelles. Depuis 4 mois, ils ne reçoivent plus aucune aide humanitaire et les réserves de nourriture s'épuisent. Les derniers entrepôts ont été pillés à la mi-novembre. Nous voyons des habitants essayer d'imaginer nouer des cordes autour de leur abdomen pour soulager les douleurs liées à la faim. Les gens boivent dans des sources d'eau insalubres. Ils mangent leurs dernières ressources, graines, semences, bétail, pour essayer de survivre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 120 personnes ont été tuées par les bombardements depuis mardi. En France, il reste moins de 48 heures avant la primaire de la droite et du centre. 7 candidats sont en lice, 6 hommes et une femme. Après 3 débats et des semaines de campagne, tous ont jeté leur dernière force dans la bataille. Les 3 favoris, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, ont tenté de convaincre une dernière fois, mais surtout de mobiliser leurs partisans. Florent Rodeau nous en dit plus. C'est le candidat qui a le plus à perdre dans cette dernière ligne droite. Pendant de longues semaines, Alain Juppé a été donné largement vainqueur du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Une avance, si l'on en croit les sondages, qui s'est réduite comme peau de chagrin. À Lille, il s'en est pris à ses adversaires, et notamment un, Nicolas Sarkozy. Il faut reconnaître ses erreurs. Je le dis, nous avons eu tort de supprimer 10 000 postes dans les forces de l'ordre. Nous avons eu tort de supprimer la double peine qui nous permet de renvoyer chez eux les criminels étrangers lorsqu'ils ont purgé leur peine. L'ancien président de la République est élu à Nîmes. Tout au long de la campagne, Nicolas Sarkozy a encaissé les coups de ses concurrents, des adversaires pourtant presque tous ministres lors de son quinquennat. Toutes ces trahisons ne me feront pas renoncer à être ce que je suis. Je suis quelqu'un d'ouvert. Je suis quelqu'un qui aime rassembler. Je suis quelqu'un qui aime bâtir. Je n'ai pas d'amertume. Auteur d'une remontée spectaculaire dans les sondages, François Fillon a lui choisi le Palais des Congrès à Paris. L'ancien Premier ministre talonne désormais Nicolas Sarkozy et Alain Juppé et pourrait bien jouer les troubles faits dimanche. Il s'étonne presque de cette soudaine popularité. Je l'avoue, nous ne pensions pas être débordés par un tel succès. Certains s'érigent en candidats du peuple. Moi, je ne prétends rien. Le peuple est là. Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson, les 4 autres candidats, n'ont a priori plus d'espoir de figurer parmi le duo de tête.
Résultat, ce dimanche soir. Et tout cela, je crois. Le reste de l'actualité internationale, Donald Trump vient d'accepter quelque chose qu'il avait dit ne jamais vouloir accepter, un accord à l'amiable pour mettre fin à l'un des nombreux procès qui ont jalonné sa carrière d'homme d'affaires. Il dédommagera donc un groupe d'anciens étudiants de la Trump University à qui il promettait les clés de la réussite. Quelques 6000 plaignants se partageront donc 25 millions de dollars. Sophie Guignon. 25 millions de dollars pour éviter un procès. La plainte avait été déposée par 6000 anciens étudiants de la Trump University. Cours bidon, pas de diplôme reconnu, intervenant peu qualifié, pour 35 000 dollars. Il s'estimait floué. Pour l'avocat des victimes, ce compromis est un soulagement. C'est une belle issue. Tous les gens qui étaient inscrits dans cette école veulent être remboursés. Ils vont percevoir plus de la moitié de leur argent et peut-être jusqu'à la totalité de leur argent. Donc, nous sommes très contents de ce résultat. La date du procès était pourtant fixée au 28 novembre. Donald Trump s'épargne ainsi un litige judiciaire avant son entrée en fonction. Il a décidé de mettre de côté ses intérêts et ses opinions personnelles et de se concentrer sur les problèmes auxquels fait face le pays. Car Donald Trump traîne ses poursuites depuis 2010 comme un boulet. Jusque-là, il avait pourtant toujours refusé de céder et d'envisager tout remboursement. Il avait même été jusqu'à remettre en cause l'impartialité du juge fédéral en charge de l'affaire, en raison de ses origines mexicaines. Je dois faire face à un juge qui est très partial. Je gagnerai le procès de l'université Trump. Je pourrais régler cette affaire. J'ai juste choisi de ne pas le faire. Parce que vous savez quoi? Je suis un homme de principe. Un homme de principe qui a fait volte-face. Donald Trump devra aussi payer une amende d'1 million de dollars pour violation de la loi sur l'éducation. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, qui a débuté à Lima ce vendredi, revêt une importance particulière suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Parmi les grands dirigeants attendus, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Mais c'est surtout Barack Obama qui risque d'accaparer la parole. Le président sortant des États-Unis va chercher à rassurer des partenaires avant l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président qui souhaite renégocier les accords de libre-échange. Serine Bay nous en dit plus. C'est dans une atmosphère sombre que s'est ouvert le sommet de l'APEC. 21 dirigeants de la zone Asie-Pacifique sont amenés à se rencontrer. Jusqu'ici, leur discours avait toujours été optimiste, mais cette année, l'élection de Donald Trump change la donne. Le président élu américain mobilise toute l'attention. Durant sa campagne, il a promis plus de protectionnisme pour protéger l'emploi aux États-Unis. Il y a malheureusement dans le monde, nous l'avons vu lors de récentes élections, pas seulement aux États-Unis mais en Grande-Bretagne aussi, des tendances protectionnistes qui prennent le dessus. Mais nous devons envoyer au monde un message sans équivoque, que le commerce continue à être bénéfique à la prospérité et que le commerce doit continuer à croître. Un message qui se veut rassurant. Le but de l'APEC, c'est de faciliter la croissance économique, l'investissement et les échanges dans la région Asie-Pacifique. Pour y parvenir, les pays membres ont par exemple réduit les taxes douanières, une mesure sur laquelle pourrait revenir Donald Trump. Tout comme l'accord de partenariat transpacifique conclu en 2015 sous l'impulsion de Barack Obama et qui est censé faciliter les échanges commerciaux entre les régions Amérique et Asie-Pacifique. Mais le protectionnisme promis par le milliardaire ne fait pas que des malheureux. La Chine, elle aussi membre de l'APEC, pourrait profiter de la position de Washington pour espérer devenir leader du libre-échange mondial. Elle pourrait ainsi mettre en avant ses propres traités commerciaux, notamment son projet de libre-échange en Asie-Pacifique. Les quelques 200 pays réunis à Marrakech au Maroc à la COP22 se sont mis d'accord pour mettre au point d'ici à décembre 2018 les règles d'application de l'accord sur le climat conclu l'an dernier à Paris. Entre déception et avancée, Florent Redeau dresse le bilan de cette conférence sur le climat à l'issue de 2 semaines de discussions sur le réchauffement climatique. L'élection de Donald Trump était dans tous les esprits. Va-t-il faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris? Va-t-il tenir ses engagements financiers? Des questions, pour l'instant, sans réponse.
Climato-sceptique convaincu, le président américain élu avait, pendant sa campagne, qualifié le changement climatique de canular. Le message de la COP au nouveau président américain est tout simplement de dire nous comptons sur votre pragmatisme et votre esprit d'engagement. Les 190 négociateurs présents lors de cette COP22 sont restés sur leur faim. Au terme de ces 11 jours de discussion, pas d'avancée majeure, mais des négociations qui se poursuivent notamment sur les financements, un sujet sensible. Comment s'assurer par exemple que les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays en développement seront bien décaissés en 2020 ? Malgré la lenteur des progrès, le président de la COP22 affiche son optimisme. Je pense que les choses avancent bien. Et il y a la mobilisation de l'ensemble des acteurs financiers. Nous ne parlons plus aujourd'hui de milliards de dollars, mais de trillions de dollars. Au rayon des bonnes nouvelles de cette COP22, la ratification de l'accord de Paris par plusieurs nations dont le Royaume-Uni. Ils sont désormais 111 pays dans ce cas. Autre point positif, l'adoption de la proclamation de Marrakech. Un texte qui appelle à augmenter le montant, les versements et l'accès au financement pour des projets climatiques. La prochaine conférence de l'ONU sur le climat sera organisée par les Fidji. L'archipel du Pacifique étant dans l'incapacité logistique de l'accueillir, la COP23 se déroulera à Bonn, en Allemagne. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le Dalai Lama en Mongolie, malgré les vives protestations de Pékin. Il a rencontré ce samedi des moines et des fidèles bouddhistes lors d'une visite de 4 jours aux grandes dames de la Chine qui avait exigé des autorités mongoles son interdiction d'entrer dans le pays. Des centaines de personnes se sont pressées donc devant le temple de la capitale mongole, Oulan-Bator, donc pour entrevoir le chef spirituel tibétain. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté devant le Parlement argentin dans le centre de Buenos Aires pour demander la promulgation d'une loi d'urgence sociale afin de venir en aide aux plus démunis. La politique économique libérale du président Mauricio Macri a entraîné la perte de plus de 100 000 emplois en un an et continue de susciter de vives protestations. Et nouvelle manifestation aussi très monstre à Séoul pour réclamer la démission de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. 150 000 personnes se sont rassemblées dans le centre de la capitale. La mobilisation qui dure depuis 4 semaines est la plus importante en Corée depuis les années 80. Le scandale financier dans lequel est impliquée une amie proche de la présidente a provoqué un vrai clivage dans le pays. Et ce samedi, les pro-présidentes, vous le voyez, ont eux aussi manifesté. Ce dimanche 20 novembre, Haïti organise le premier tour des élections présidentielles ainsi que des scrutins législatifs. Initialement, ces scrutins avaient eu lieu en octobre 2015, mais ils ont été annulés à cause de fraudes massives. L'ouragan Matthew, début octobre, a aussi causé un nouveau report du vote. 27 candidats sont en lice. L'ONU appelle la population à participer aux élections. Le reportage de Manon Hurtel et Sophie Pricodny. À moins d'une heure de la capitale, peu connaissent les visages de ces candidats. La campagne haïtienne paraît oubliée des politiques. Mais ce matin, le village de Kanskov s'apprête à vivre un événement. Pour la première fois, les habitants reçoivent la visite de l'un d'entre eux et crient leur douleur. Depuis l'ouragan Matthew, on a perdu toutes nos récoltes, on n'a plus rien pour vivre, plus de bananes, plus rien. Moïse Jovenel, candidat du parti PHTK, est un des favoris des élections. Le 20 novembre, qui allez-vous élire comme président ? L'homme de 48 ans possède la principale plantation de bananes du pays. Je sais travailler la terre, je sais comment mettre ensemble le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour donner à manger à tout le monde. Vous connaissez mon programme, mon but, c'est de moderniser l'agriculture du pays. Lors du précédent scrutin, il était arrivé en tête avec près de 33% des voix. Une élection annulée pour soupçon de fraude, des accusations dont il se défend. La politique dans un pays comme Haïti est une source de division. Et là maintenant, moi je le dis, je suis pour l'harmonie, pour la cohésion et pour l'entente. Les résultats du premier tour ne devraient pas être connus avant la fin du mois de décembre. Le pays attendra février prochain pour connaître son nouveau président.
Un mot de sport, le coup d'envoi de la CAN féminine 2016 sera donné ce samedi au Cameroun, pays hôte de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé accueille donc le match d'ouverture Cameroun-Égypte. Le reportage sur place de Marcel Amako et Zigoto Tchaya. Ambiance de fête aux abords de l'hôtel Les Lions Indomptables, surnom de l'équipe nationale camerounaise féminine de football, l'hôte de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays accueille pour la première fois. Pilier de cette sélection, Christine Mani, 32 ans, capitaine et vétéran de cette sélection, footballeuse depuis 15 ans. J'ai commencé à jouer très jeune. Je le faisais comme un hobby, comme on dit. Je passais mon temps à jouer quand je rentre de l'école et tout. Mais avec le temps, j'ai pris du plaisir. Christine fait aujourd'hui figure d'exemple pour les 21 autres Lionnes, presque toutes professionnelles, inspirées par le parcours de leur capitaine. Elle a une très bonne qualité de jeu, surtout la qualité technique. Et puis même tactiquement, elle est très forte. Moi je pense que c'est elle qui galvanise beaucoup plus les filles. Une joueuse ayant grandi comme tant d'autres au Cameroun, dans un quartier pauvre de Yaoundé, où vit toujours sa mère. Au mur de leur modeste maison, les premiers exploits de la fille prodige, une fierté, un don du ciel pour sa maman. Je ressens une joie dans tout moi-même. Voilà pourquoi je suis à tout temps, à chaque instant à l'église pour aller remercier Dieu qu'il m'avait donné une bonne progéniture. Pour leur dernier match de préparation, une capitaine à la conquête de son premier titre continental avec son équipe, soutenue par un pays fou de foot. La passion du foot féminin, une affaire d'hommes et de beaucoup de femmes, venues nombreuses au stade. Je suis sûre et certaine que les Lions d'Indomptables vont aller très loin. Chez Christine, 2 maîtres mots, travail et rigueur. Il faut être discipliné, il faut avoir une hygiène de vie et il faut croire en tout ce qu'on fait. Même quand c'est difficile, il faut croire. À la veille de sa dernière compétition internationale, la capitaine des Lions espère brandir le trophée dans 3 semaines pour le bonheur des supporters déjà impatients. Les hommes sont eux aussi victimes d'inégalités, de discrimination et de préjugés. Cette journée du 19 novembre vient nous le rappeler. La première journée internationale des hommes a été organisée à Trinidad et Tobago le 19 novembre 1999. C'est un événement international célébré dans plus de 50 pays et qui inclut l'accent positif mis sur les hommes et leur santé, la promotion de l'égalité entre les sexes. Cette journée vise aussi à promouvoir des modèles positifs d'hommes dont on souhaite célébrer les contributions positives à la société, à la communauté, au bien-être des enfants et à l'environnement. Alors, en ce 19 novembre, ayez une bonne pensée ou un mot gentil envers ces hommes qu'on appelle plus familièrement fiston, papa, mon homme, mon chum, mon frère ou encore papy. Mais vous allez le voir, hasard de calendrier, le 19 novembre, c'est également la journée mondiale, attention, des toilettes. Coïncidence ou non, le débat est ouvert sur les réseaux sociaux. Cette journée organisée par l'Organisation mondiale des toilettes existe depuis 2001. Son objectif, sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Une date qui permet de rappeler que 2,4 milliards d'individus vivent aujourd'hui sans toilettes. Selon l'OMS, une personne sur 10 n'a d'autre choix que de déféquer en plein air. L'assainissement inadéquat et l'eau insalubre occasionnent des diarrhées qui tuent 315 000 enfants chaque année. L'ONU et ses partenaires rappellent que les toilettes sauvent des vies, améliorent la productivité, créent des emplois et font progresser l'économie. Et voilà, c'est sur cette note que l'on se quitte. Le rappel des titres. Au Liban, le Conseil supérieur islamique Chahrier appelle à une formation rapide du nouveau gouvernement, saluant les efforts déployés par le Premier ministre désigné Saad Hariri. Au moins 27 civils ont péri ce samedi dans des bombardements d'une violence inouïe menée par les régimes syriens pour le 5e jour consécutif sur les quartiers rebelles d'Alep. Et en France, il reste moins de 48 heures avant la primaire de la droite et du centre. Un dernier meeting pour les candidats afin de convaincre une dernière fois, mais surtout de mobiliser leurs partisans. Merci de votre attention, très bon week-end à toutes et à tous. Nicolas Sarkozy.